Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Julien Cholin, je suis responsable sectoriel transport et mobilité à la direction de l'innovation de BPI France. Aujourd'hui, dans le cadre du Mobility Shaker, je suis avec vous pour animer cette table ronde sur le véhicule de demain. Autonome, connecté, intelligent, quel sera-t-il exactement? Pour y répondre et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir trois acteurs complémentaires qui vont partager leur expérience et échanger sur leur point de vue sur le sujet. Et je vais laisser se présenter. David, si vous voulez bien commencer. Oui, bonjour, David Elizalde, je suis directeur Business Development chez Actia Automotive, donc qui est un équipementier toulousain, présent sur le monde de l'automobile, également ferroviaire, et spécialisé dans tout ce qui est système électronique embarqué, donc au cœur de la discussion d'aujourd'hui qui va toucher à la digitalisation des véhicules. Voilà. Nicolas. Oui, bonjour à toutes et à tous, Nicolas Vialet, je suis directeur opérationnel d'Anity, qui est un des 4 instituts dits 3IA lancés par l'État, qui vise à développer une recherche de pointe en France en IA, développer également des cursus de formation et favoriser le transfert dans le monde socio-économique de ces recherches. Donc Anity, c'est l'institut toulousain qui a comme secteurs applicatifs principaux la mobilité et l'industrie 4.0. Merci. Et Patrick, enfin. Oui, bonjour à tout le monde. Patrick Vial, donc de chez TCO Collectivité. Je suis chargé de mission système autour du monde du transport. TCO Collectivité, c'est l'autorité organisatrice des mobilités de la grande aire toulousaine, puisqu'on regroupe à la fois Toulouse Métropole, mais également le Sicoval et le Muretin comme communauté d'agglo, et puis également un syndicat intercommunal de communes de l'ouest et du nord toulousain, et nous gérons donc au quotidien les transports publics de cette aire, que ce soit en bus, en tramway, en métro et bientôt en téléphérique. Merci à tous les trois. Donc le premier point pour un peu fixer le contexte, aujourd'hui on parle beaucoup des véhicules autonomes, mais c'est très large comme sujet. Donc si on se posait un peu la question, quand est-ce qu'on verra des véhicules autonomes sur nos routes ou plutôt peut-être sur nos rails? Peut-être pour commencer, Patrick, est-ce que vous voulez nous exposer un peu le contexte et du point de vue de l'opérateur notamment? Oui, merci Julien. Donc, effectivement, on est dans un contexte entre le véhicule autonome et le véhicule, il commencera par être sans doute un véhicule connecté avant d'être complètement autonome. Donc, je ne m'avancerai pas dans des dates de véhicules autonomes, mais en tout cas, le véhicule connecté, il commence à l'être dès aujourd'hui par nos besoins que nous exprimons quotidiennement. Il sera effectivement pour les véhicules particuliers à l'horizon assez rapidement mis en œuvre, mais encore plus sur des véhicules plus particuliers que sont typiquement nos bus qui circulent effectivement sur la voirie. Donc, je pense qu'on verra effectivement les premiers applicatifs de suite sur la partie routière, y compris par rapport à ces systèmes de transport, avant de le voir sur les rails et autres qui poseront effectivement d'autres problématiques en termes d'automatisation de conduite et de réglementation, mais ça on en parlera un peu plus tard. D'accord. Et sur ce point-là, David, est-ce que vous voulez réagir? Côté équipementier, on va dire véhicule plutôt routier, comment vous faites le lien justement avec par exemple le TCO qui a une vue plutôt opérateur de mobilité? Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, effectivement, on partage l'opinion. Donc, il faut d'abord que ce soit un véhicule connecté. Donc, avant de voir des véhicules autonomes, il faut qu'ils soient connectés. Et il faut aussi qu'ils soient totalement digitalisés. Donc, c'est même le prérequis de base aussi, avant même d'être connecté. Et donc, je dirais, sur la partie digitalisation, c'est tout l'enjeu aujourd'hui des industriels dont nous faisons partie, de digitaliser toutes les fonctions d'un véhicule. Donc, ça passe par de l'électronique embarquée et ça passe par la création, si vous voulez, de tout ce qui est concept de mise en place de jumeaux numériques aussi, pour permettre en fait de suivre un véhicule pendant tout son cycle de vie, ainsi que pendant tout son cycle d'exploitation. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est que on parlait un peu route versus rail, le côté du moins guidé et sécurisé côté rail, on pourrait s'imaginer que c'est peut-être plus facile à mettre en place, mais au côté de ce que vous dites, c'est que ce soit au niveau des navettes ou des bus, il y a des choses à faire peut-être plus rapidement et plus faciles à déployer. Patrick, c'est ce que vous disiez au début, c'est un peu le…
Oui, oui, tout à fait, Julien. Il y a effectivement un besoin croissant au niveau du bus en termes de service à l'usager d'un côté et également d'optimisation de tout le service qui est offert par ces bus-là, dans la mesure où ils sont lâchés dans la nature, enfin, bien souvent lâchés dans la nature classique du trafic et qu'on a besoin, en tout cas là où ils sont en site propre, de les relâcher à un moment donné également dans le flot commun. Donc on a besoin de fluidité à ce niveau-là et on va dire d'optimiser des relations sol-bord relativement importantes et intéressantes qui sont traitées plutôt en mode privatif aujourd'hui. Donc, on aura une grande économie d'échelle à pouvoir les traiter de manière plus générale. Et puis également des questions de sécuritaire ou même de systèmes d'information voyageurs qui nous demandent aujourd'hui effectivement des évolutions techniques et technologiques. Il faut profiter de ces créneaux-là pour faire cette petite révolution au niveau de ces matériels. Typiquement, pour illustration, ICO, c'est 560 bus aujourd'hui sur le périmètre. On a un programme déjà de les rénover par des problématiques énergétiques, diesel et bus propres. On va renouveler 240 dans les prochaines années, donc une grosse partie de la flotte. Et en même temps, on arrive à des échéances d'obsolescence, de systèmes d'aide à l'exploitation ou des modifications en termes de billettique, telles que l'open payment et l'arrêt du ticket magnétique classique, qui vont nous amener à faire des modifications structurelles profondes de nos équipements d'exploitation. Il faut profiter de ça pour effectivement basculer sur quelque chose qui fera partie du véhicule autonome et qui sera le véhicule connecté. Ok. Peut-être sur ce point justement, Nicolas, au niveau de l'Institut, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une vue a priori multifilière, mais au niveau de la mobilité, est-ce que vous avez des sujets sur lesquels dont Patrick parlait, sur justement ces besoins en termes de, on va dire, de services de connectivité liés à la mise en place de ces services? Alors, effectivement, qui dit autonomie dit connectivité, mais dit également aussi remplacement d'une part d'action humaine par une action automatisée qu'on pourrait nommer intelligence artificielle de manière assez large. Donc, quand on veut créer de l'intelligence artificielle pour remplacer des actions humaines, il faut voir jusqu'où on va. Aujourd'hui, concrètement, l'IA, c'est pas faire grand-chose, enfin, de ce point de vue-là. En tout cas, c'est faire des choses très spécialisées. Si on veut aller vers des niveaux d'autonomie plus élevés, il va falloir qu'on ait une IA qui soit beaucoup plus puissante, beaucoup plus capable, mais aussi qu'on soit capable de la caractériser en termes de fiabilité et de garantie. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille dans le cadre de l'Institut. Aujourd'hui, les systèmes d'IA qui sont un petit peu compliqués, personne ne sait vraiment les caractériser en termes de fiabilité. Ça va être très important pour les opérateurs, pour les constructeurs, d'être capables de construire des systèmes dont on va pouvoir prédire les taux de panne, les taux d'erreur, de manière à pouvoir les gérer. Le domaine de la mobilité, c'est quand même un domaine qui est sensible en termes de sécurité. Patrick parlait de l'intégration de véhicules autonomes dans un flux général, dans un flux commun. Il est clair que la compréhension et la caractérisation d'un comportement est fondamentale. Alors merci, je pense que sur le contexte, on a déjà une vue assez claire de certains points. On a, on va dire, trois secteurs différents, la partie électronique ou hardware, on va dire, la partie logicielle et l'aspect sur les données et les traitements. Donc, si par exemple David, en tant qu'équipementier, c'est quand même le cœur de métier d'Acquia sur la partie hardware et aujourd'hui ça s'élargit. C'est quoi votre état des lieux un peu sur ce qu'il y a d'un point de vue technique encore à faire? En fait, je pense qu'on a les différents intervenants qui ont exposé précédemment ont bien résumé finalement les trois grands enjeux. Un, digitaliser le véhicule pour obtenir pour collecter une grande quantité de données à partir de laquelle on va pouvoir exploiter ces données, développer des algorithmes d'intelligence artificielle et on va dire et voilà et aller de façon la plus automatisée possible vers la conduite de véhicules grâce à ce point numéro 1, la digitalisation. Donc ça, c'est un des grands chantiers qui est en cours aujourd'hui, la digitalisation massive de tous les véhicules, qu'ils soient véhicules légers, autobus ou rail. Donc ça, c'est un processus qui suit son cours et qui est toujours en cours. Deux, c'est donc là, on en revient sur
la mise en connexion. Une fois qu'on a digitalisé, on connecte ces véhicules à des réseaux de communication. Ça, c'est le deuxième, c'est ce qu'on a évoqué juste avant, la connectivité. Et donc, quand je faisais part de mes doutes sur le véhicule léger, c'est parce qu'aujourd'hui, la connectivité des véhicules légers, aujourd'hui, il n'y a que 30% de véhicules légers, aujourd'hui à peu près, hein, ce sont les statistiques qui circulent, je dirais, au niveau mondial, 30% uniquement des véhicules légers qui sont connectés, alors que si on compare sur des véhicules plutôt de transport public, on va être, on va dire, même plutôt proche de 100. Donc, on est vraiment beaucoup plus avancé sur certains segments, notamment le transport public, pour mettre en connexion ces moyens de transport. Et puis, donc, le troisième enjeu, donc, qui vient d'être rappelé à l'instant, c'est la sécurité, en fait. Hein. Donc, rien ne sert d'envoyer des données, rien ne sert de les mettre en connexion si derrière on n'est pas capable de les sécuriser, de les verrouiller, de faire en sorte qu'elles puissent être à l'abri d'utilisateurs qui ont des mauvaises intentions. Donc, ce sont les trois piliers aujourd'hui techniques pour permettre d'avancer sur la notion de véhicule autonome. Si là, on rentre si on creuse un peu l'aspect de rendre ces véhicules connectés, mais de sécuriser leur fonctionnement, notamment à partir du moment où ils intègrent de l'IA de façon embarquée. Quels sont les sujets ou les blocages ou ce qu'il y a encore à faire de ce point de vue-là? Alors, un des éléments qui reste en friche un petit peu, où il y a en tout cas beaucoup de travaux dessus, c'est vraiment cette notion d'embarquabilité. Alors, embarquabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des algorithmes à base d'IA qui tournent directement dans les composants du véhicule. Pour ça, il faut qu'il y ait une capacité à avoir à la fois la puissance de calcul et l'énergie dans le véhicule disponible pour faire tourner ces composants-là. Il y a une notion également de vitesse d'exécution qui est très forte. Donc aujourd'hui, les architectures classiques de puces électroniques ne le permettent pas. Donc il y a beaucoup de travaux pour essayer d'améliorer ça avec des architectures qui sont complètement nouvelles. Et à noter d'ailleurs que la France est plutôt bien placée dans ses recherches, notamment le CEA travaille beaucoup dessus à Grenoble sur des architectures nouvelles de puces avec des calculs directement dans la mémoire. Enfin bon, c'est des choses assez techniques. Donc ça, c'est le premier point, c'est la performance et la frugalité de ces systèmes-là. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment on fait pour donner un taux de fiabilité qui soit sûr. Comment on fait pour s'assurer que si, par exemple, un véhicule utilise une caméra pour repérer un signal stop, comment on fait pour s'assurer que ce signal stop, quel que soit le temps qu'il fait, brouillard, nuit, etc., il soit détecté avec un bon niveau de fiabilité. Comment on fait pour que un individu qui agite un autre panneau qui ressemble à un panneau stop n'arrive pas à rentrer dans le système et à faire en sorte d'exploiter une faille de l'IA pour que, au lieu que ce soit un stop que l'IA voit, c'est un fonce. Voilà. Donc tous ces problèmes-là, qui sont vraiment des problèmes fondamentaux mathématiques de base, sont des problèmes qui restent ouverts. On sait garantir des choses sur des petits systèmes, donc sur des choses très, très détaillées, très précises, en tout cas très spécialisées. Plus on va ouvrir, plus on va vouloir avoir des systèmes un peu plus capables, un peu plus généraux, plus la problématique devient complexe. Et ça, c'est un axe de recherche fondamentale qui est très important. Alors, merci, c'est intéressant. Patrick, est-ce que justement, en tant qu'intégrateur, le sujet pour le déploiement, c'est un sujet de coût, parce qu'aujourd'hui, les solutions sont encore bien trop chères, ou en fait, un problème de maturité technologique, et qu'aujourd'hui, on met à jour surtout en fonction des services qui sont qu'on peut réellement déployer? Oui, alors c'est vrai qu'il y a tous ces aspects-là. Alors en fait, c'est vrai qu'on part d'un petit peu loin, puisqu'on a aujourd'hui, en tout cas dans le milieu des transports en commun, on sort d'un milieu où on était sur des applications très privatives, très fermées, très cloisonnées, qu'on ajoutait dans les bus. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va chercher surtout, c'est déjà, d'un premier temps, d'avoir des systèmes les plus ouverts possibles qui puissent permettre à ces systèmes-là de communiquer. Hein. Donc typiquement, c'est les travaux qu'on fait dans le cadre de groupes de travail, genre IT for PT, par exemple, hein, sur lesquels on cherche déjà à avoir des modèles de standardisation. Ensuite, par rapport à toutes les fonctions sécuritaires dont on parlait, c'est de traiter effectivement toutes ces fonctions-là et les débugger et les embarquer, les intégrer
petit par partie. C'est également le cadre d'une expérimentation qu'on devrait lancer l'année prochaine sur également gérer par les futurs modules qui équiperont les véhicules autonomes la priorité au carrefour des transports en commun. C'est un aspect sécuritaire hyper important et donc on va y aller pas par pas pour intégrer et valider toutes ces notions-là pour arriver effectivement après à un moment donné à acquérir sans crainte, on va dire, ce qui seront proposés par nos équipementiers et par nos intégrateurs et par les fournisseurs de véhicules pour s'interfacer avec la voirie et pouvoir du coup profiter pleinement de l'ensemble du panel. Donc ça ne va pas se faire en un jour. C'est vrai qu'il y aura des problématiques d'investissement de coûts, pas qu'au niveau de notre partie à nous, mais également au niveau de la voirie et de l'infrastructure, puisque nous, typiquement, on fournit le matériel roulant, mais tout le reste de la voirie, il faut qu'il soit également, entre guillemets, aux normes et qualifié pour qu'on puisse circuler à l'intérieur. Et j'en profite pour faire le parallèle. Effectivement, tout à l'heure, on a rapidement basculer directement sur le routier en évoquant moins le rail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le métro, typiquement en système automatique à Toulouse, on est équipé du système VAL et je pense que la ligne 3 de métro proposée par Alstom sera également très automatisée. Et on est sur des schémas sécuritaires de l'environnement qui sont quand même bien différents de ce qu'on va trouver et qui fait la substantifiquement et l'intérêt de ce qu'on aura sur la partie bus et contexte routier. Ok, merci. Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur un peu le dernier point qui est quand même important. On en a parlé. Alors Nicolas, on a déjà beaucoup parlé, mais sur ce point, justement, l'indépendance technologique de l'IA et les compétences de ce point de vue-là en France, c'est quoi votre point de vue? Alors les compétences en France, c'est assez paradoxal, on a parmi les meilleurs chercheurs au monde. L'enjeu fort en France, c'est de retenir ces compétences-là chez nous. C'est un secteur qui est très compétitif, l'IA. Donc, il y a des entreprises privées de l'autre côté de l'Atlantique qui sont capables de faire des ponts d'or à nos meilleurs chercheurs et qui en attirent un certain nombre. Donc ça, c'est un enjeu fort. Puis après, bon, effectivement, vous en avez parlé, il y a les enjeux de souveraineté sur les technologies clés. On parlait de connectivité. La connectivité, aujourd'hui, c'est la 5G. Enfin, demain, c'est la 5G, en tout cas pour cet usage-là. Tout le monde connaît les débats autour de la souveraineté sur la 5G, la dépendance à certains techno-providers asiatiques, par exemple, et les enjeux que ça peut poser. Donc oui, il y a forcément des enjeux là-dessus, d'autant qu'on ne s'adresse pas à juste des applications smartphone, mais on s'adresse à des usages qui mettent en jeu notre sécurité à tous. Donc effectivement, c'est important, c'est un vrai sujet, c'est important que les industriels s'en saisissent de manière responsable et pensent de manière conjointe aussi avec l'État, tout simplement, pour adresser proprement ces enjeux-là. Merci. Alors justement, peut-être Patrick, revenir sur ce point-là, en tant qu'opérateur de mobilité, vous avez un lien direct avec les données usagées notamment. Est-ce que ce côté de sécurisation des données, de comment on les exploite, est-ce que je pense que c'est un enjeu de souveraineté au-delà simplement de l'intérêt des services? Oui, alors effectivement, c'est pour plusieurs aspects. Il y a également la protection des données que l'on a en termes effectivement, de nos usagers, qui est un attrait relativement fort par rapport à des données qui pourraient partir à l'extérieur pour plein de raisons. Donc ça, effectivement, c'est les conserver en propre, donc, et même essayer de les gérer par nous-mêmes le plus possible pour éviter qu'effectivement les usages tierces puissent en être faits. Et puis, il y a toutes les données sécuritaires qui tournent autour de nos systèmes d'exploitation, qui sont quand même relativement stratégiques. Donc, il faut effectivement pouvoir en maîtriser le contenu et la gestion sécuritaire de ces données-là. Et puis enfin, je terminerai sur la propriété de la donnée et l'intérêt de bien maîtriser la donnée à la fois pour toutes les entités locales et les autorités organisatrices et les collectivités, ne serait-ce que pour des raisons aussi de pouvoir en maîtriser ce que l'on en fait avec, en termes d'itinéraire par exemple ou autre, pour ne pas se retrouver sur des sujets où on échappe à toute la logique territoriale que l'on veut prodiguer et que l'on veut mettre en avant. Donc, c'est quelque chose d'excessivement important. On sait qu'on ne saura pas le gérer tout seul, parce que ça va demander effectivement des moyens propres de déploiement qu'on ne pourra pas mettre sur la table en termes financiers. Mais par contre, on sera très attentif à comment seront gérées ces données et comment effectivement elles seront conservées par nos soins et leur devenir sera maîtrisé le plus possible par nous-mêmes, quoi. Ok, c'est assez logique. David, une réaction justement par rapport à ça, avec le positionnement un peu entre les infra et les données? Oui, en fait, ça a bien été résumé. En fin de compte,
le véhicule autonome, les enjeux par rapport à la souveraineté, si on peut découper par tranche ce qu'on vient de se dire, hein, donc il y a 4 grandes parties. Il faut savoir maîtriser les systèmes embarqués. Donc je pense qu'en termes de souveraineté en France et en Europe, on est bon, on n'a pas besoin on ne dépend pas de l'extérieur. Et donc là, je pense qu'on est, Actia est un exemple, mais il peut y avoir d'autres exemples sur le marché. 2, il faut maîtriser les technologies de la communication et de la transmission. Donc, effectivement, Nicolas le rappelait, hein, c'est vrai il y a de vrais enjeux autour de la 5G et c'est peut-être le talon d'Achille, justement, français. Mais bon, on a des champions européens qui peuvent être là pour supporter cette tranche, je dirais, de connectivité. La troisième, c'est tout ce qui est donc la collecte des informations. C'est là peut-être aussi où on a un point faible, hein, au niveau français et européen, la collecte qui est aujourd'hui entre les mains des grands GAFA. Et c'est vrai que bon, même si il y a des initiatives nationales, hein, autour des clouds à la française notamment, où là il y a des actions qui sont en cours et qui font que ce risque-là va tendre à diminuer dans le futur. Voilà. Et puis, quatrièmement, Nicolas le rappelait très bien, hein, c'était une fois qu'on a collecté, c'est traiter les données, traiter de l'intelligence artificielle, des algorithmes, enfin, de la sécurisation. Et là, je crois qu'on n'a pas à rougir par rapport au reste du monde, hein, on est en position plutôt de force. Et là, en termes de souveraineté, je ne vois pas de risque, hein, sur cette partie-là. Donc, au final, le véhicule autonome, si on prend ces 4 tranches-là, on a quand même en France et en Europe de beaux atouts pour continuer finalement à être leader sur ce marché. Ok, merci messieurs. Écoutez, on a fini le temps qui nous était imparti. Pour le mot de la fin, c'est effectivement, on voit que ce déploiement, il va arriver de façon progressive sur les différents fronts, mais qu'on avance de façon efficace sur ces points-là. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre activité.